Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 24 février, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. C'est une journée de commémoration en Ukraine. Il y a tout juste 4 ans, la Russie a lancé une invasion dans le pays voisin. Nous recevrons dans cette édition Zana Boubka et Katia Fédé, toutes deux responsables du collectif Help Ukraine Monaco. Nous ferons un point sur la situation avec elles, ainsi qu'avec le spécialiste de politique internationale, Dominique Simonet. L'archevêque de Monaco était en visite à l'Arche de Grâce aujourd'hui. Ce foyer, soutenu par une association monégasque, fait partie du réseau d'accueil pour les personnes en situation de handicap. Cela fait un peu plus de 2 mois qu'elle a ouvert ses portes au public. La médiathèque Caroline, vous découvrirez ce lieu de vie pendant les vacances. Autre invité dans ce journal, il est directeur de recherche à l'INSERM et a reçu un prix pour son travail dans le domaine notamment du cancer du rein, en vue peut-être d'un futur traitement. Et enfin, MSR Gibonnet, cette entreprise monégasque spécialisée dans l'aménagement d'espace, vient d'inaugurer son premier appartement showroom, boulevard Princesse Charlotte. Il y a des anniversaires que l'on aimerait ne jamais célébrer. Et cet anniversaire en fait partie. Le 24 février 2022 est la date du début de la guerre en Ukraine. Cela fait 4 ans, jour pour jour, qu'a débuté le conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous recevons sans plus tarder les responsables du collectif Help Ukraine Monaco, Katia Fédé et Zana Boubka. Bonsoir. Bonsoir. Comme je viens de le dire, vous avez une association monégasque qui vient en aide aux Ukrainiens. Quelles sont les actions que vous menez dans cette association ? Alors aujourd'hui, ça fait 4 ans que la guerre a déclenché. Donc on s'est réveillé le 24 février 2022 en pleurant, comme tous les autres Ukrainiens partout dans le monde. Et on a très vite compris qu'il fallait agir et arrêter de pleurer parce que pleurer, ça sert à rien. Donc on a commencé en urgence de faire les collectes de nourriture, les produits d'hygiène, des médicaments, à évacuer les gens, les proches et les membres de famille et les gens qu'on connaissait. Et plus largement, comment la communauté ukrainienne se mobilise au service de ses compatriotes ukrainiens sur place ? J'ai l'impression que la communauté ukrainienne est active à travers le monde. Je me trompe ? Non, vous vous trompez pas du tout. C'est très bien organisé. Tous les Ukrainiens, ils font tout ce qu'ils peuvent. Et s'ils sont à Monaco, ils aident avec les monégasques. S'ils sont quelque part ailleurs, ils se regroupent très vite. Et on était très surpris au départ parce que c'est pas seulement les Ukrainiens qui nous ont beaucoup aidés, c'est aussi les monégasques et les résidents de Monaco. Oui, et grâce aux résidents de Monaco, nous réussissons pour collecter beaucoup des choses pour l'Ukraine, pour les animaux, pour les enfants, pour les gens, pour tout le monde. D'un point de vue plus personnel, quels sont les retours que vous avez de vos proches, de vos amis, de votre famille restée en Ukraine ? Maintenant, la situation est horrible. Par exemple, mon membre de famille, elle a 6 degrés dans sa maison. Parce qu'il n'a pas l'électricité, c'est horrible, il nous aide partout. Il y a le centre qui aide les personnes et notre collectif nous a envoyé beaucoup d'aide là. Katia, même question pour vous. Comment vont vos proches ? Quelles sont les nouvelles que vous avez d'eux sur place ? Alors, je peux parler de moi parce que j'ai passé l'hiver en Ukraine, à Kiev. Donc, cet hiver, c'était très difficile parce que les températures elles étaient très basses. Donc, chez moi, il faisait plus 7, plus 8 degrés à la maison. Et vu qu'il y a des frappes sur l'infrastructure d'électricité, on n'a pas d'électricité, ça veut dire qu'on n'a pas le chauffage, on n'a pas de l'eau chaude, on n'a rien du tout. Donc on dort dans les sacs de couchage, c'est très pratique, il fait froid, mais on fait ce qu'on peut. Je le rappelle, vous avez créé l'association en principauté, le collectif Help Ukraine Monaco. Comment peut-on, ici à Monaco, vous aider ? Nous collectons et beaucoup de résidents nous aident. Et grâce aux résidents, il y a, je pense, en semaine, nous avons envoyé beaucoup d'aide. Le croquette pour animaux, aussi la couverture. Tout. Si la personne veut nous connecter, il peut écrire le message sur l'Instagram, c'est Help Ukraine Monaco. Et là, vous pouvez voir, nous avons qu'est-ce que nous avons fait. Vous œuvrez donc à Monaco, mais vous avez créé aussi une association en Ukraine, c'est ça ? Oui, on a créé une association en Ukraine, une association de parahockey d'Ukraine. Donc, ça permet aux gens qui étaient blessés à cause de la guerre, qui ont perdu 1 ou 2 jambes, qui ont été amputées, de continuer à vivre. Donc, on a créé un club à Kiev. C'est soit les vétérans, soit les civils qui ont perdu leurs jambes. Donc, ils peuvent continuer et se développer dans le sport. Katia, Zana, merci d'avoir répondu à mes questions. Alors, nous ne refermons pas
ce dossier consacré au 4e anniversaire de la guerre en Ukraine. Avec nous, le journaliste, écrivain spécialisé dans la politique internationale, Dominique Simonet, bonsoir. Bonsoir. On rentre dans le vif du sujet. 4 ans, 1460 jours de guerre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce conflit, votre réaction tout simplement? Écoutez, c'est un enfer pour les Ukrainiens. C'est une guerre qui maintenant est plus longue que celle de la Première Guerre mondiale, 14-18, qui porte sur les populations civiles. C'est une guerre d'épuisement que mène Poutine et sans vraiment espoir d'un cessez-le-feu rapide, parce qu'on voit que Poutine ne cède absolument rien, qu'il n'a jamais rien cédé d'ailleurs. Et donc, c'est quelque chose qui est effectivement d'une grande souffrance et d'une grande tristesse quand on voit ce que subissent les Ukrainiens depuis tant de mois. On ne peut que le déplorer, s'en attrister, évidemment. Alors, vous dites qu'il ne cède rien, Poutine. C'est quoi? C'est la politique du chaos qu'il mène? Non, il fait durer, il a toujours fait durer, il fait semblant de négocier. On l'a bien vu. Alors, Donald Trump et d'autres se sont à un moment bercés d'illusions en disant on va peut-être négocier, on va peut-être avoir des choses, mais en fait, on voit qu'il n'a jamais rien cédé. Qu'est-ce qu'il veut, Poutine? Il veut asservir l'Ukraine, c'est tout. Il veut placer à la tête de l'Ukraine un président fantoche qui lui soit soumis. Il veut repousser l'OTAN, repousser les frontières de l'OTAN. C'est pas un secret, hein, il le dit, il l'écrit. Ça fait des années et des années. Il faut pas qu'on s'en étonne. Ça a toujours été comme ça. Et si possible aussi de démanteler, en tout cas d'affaiblir l'Union européenne. Donc ce sont ses objectifs et il n'en a jamais varié. Donc la question est comment fait-on face à une telle détermination qui se traduit par un cynisme absolument incroyable. C'est vraiment la mort de millions d'hommes, sans doute du côté russe, encore qu'on ne connaît pas les chiffres, évidemment, d'hommes. Oui, je vous coupe justement parce que c'est très complexe d'avoir ces chiffres officiels. Certains parlent de près de 2 millions de militaires tués, blessés ou disparus des deux côtés. On parle également de 325 000 morts côté russe, 140 000 morts côté ukrainien, plus de 5,9 millions d'Ukrainiens réfugiés à l'étranger, plus de 3,7 millions de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine. Qu'est-ce que vous inspire justement ces chiffres? C'est très difficile parce qu'on n'a pas on n'a pas du tout une vision claire. Il n'y a pas de possibilité d'avoir des informations fiables. Il n'y a pas d'organisation internationale qui pourrait compter les morts. On sait simplement que Poutine utilise absolument tout. Il vide les prisons pour promettre des grâces mirobolantes à des délinquants et les envoyer sur le front. Ils tiennent 2 mois à peine. Il utilise absolument tout. C'est-à-dire, il utilise sa propre population comme vraiment de la chair à canon, comme on disait autrefois. Et c'est vraiment le cas. Et du côté ukrainien, on voit un courage, une détermination, une résilience avec cette volonté de ne pas céder malgré tout. Votre réaction vis-à-vis des négociations avec Donald Trump et son plan de paix au forceps, j'ai envie de dire? Oui, alors le plan de paix de Donald Trump, c'est beaucoup à son propre intérêt, aux intérêts des États-Unis évidemment, mais à son propre intérêt. On voit que c'est d'abord d'essayer de tirer profit d'un accord éventuel avec Poutine qu'il n'obtiendra pas d'ailleurs, hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, face à ça, il y a évidemment l'Europe. Que peut faire l'Europe? Parce qu'on voit bien justement que les États-Unis... l'Union européenne, oui, dans tout ça, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'ils ont un vrai pouvoir? Est-ce qu'ils sont juste observateurs dans tout ça? Écoutez, on n'a pas le choix en Europe de toute façon, parce que d'abord l'Ukraine, c'est quand même malgré tout ça fait partie de l'Europe, c'est un pays qu'il faut défendre, c'est une démocratie, et on voit que les États-Unis ont un peu lâché le camp des démocraties. Il n'est pas question de valeur pour Donald Trump, hein, il n'est pas question de liberté, il est question de profit et d'intérêt. Comment voyez-vous justement l'évolution de ce conflit? Écoutez, mal, je la vois mal parce que, en tout cas, on n'en voit pas la fin. C'est une guerre d'usure que mène Poutine. Il peut faire semblant, comme je le disais tout à l'heure, il peut faire semblant de négocier un peu, mais malgré tout, il fait traîner, il fait sans arrêt traîner.
les Européens sont pas prêts de prendre le relais, donc les Ukrainiens n'ont pas d'autre solution, soit de capituler, ce qu'ils ne veulent pas, soit de laisser une petite partie de leur territoire, mais ça ne suffit pas à Poutine. Et puis il y a des questions fondamentales, qui est celle de Donetsk, celle de Zaporijjia, la centrale. Si les Ukrainiens cèdent là-dessus, évidemment, c'est la porte ouverte pour Poutine d'aller plus loin, voire jusqu'à Kiev, et de mener son projet d'asservissement du pays tout entier. Donc les Ukrainiens ne veulent pas ça. On a été là très terre à terre, prenons de la hauteur, ou plutôt évadons-nous, avec votre dernier ouvrage consacré à la Lune, le dictionnaire amoureux de la Lune. Alors qu'est-ce que cet ouvrage ? Écoutez, là, c'est vraiment autre chose. On est loin de l'Ukraine. Oui, exactement. Mais c'est un peu une, comment dire, une obsession de l'enfant. J'ai reçu un petit coup de lune quand j'étais petit, et c'était à la fois la conjonction d'Apollo, de voir les premiers hommes sur ces images marcher sur la Lune, et puis en même temps Tintin, toute cette imagerie d'aller plus loin, d'aller vers l'espace, effectivement, comme vous le disiez, d'aller un peu au-dessus de notre pauvre condition humaine. Et là, on y retourne, la Lune. Maintenant, bon, il y a du retard avec le programme Artemis, mais les Américains vont y retourner. Et donc, la Lune, c'est aussi cette rencontre entre tous nos symboles depuis la préhistoire. Hein. Toutes les mythologies parlent de la Lune, les dieux, les déesses, la philosophie, et l'amour aussi, parce que c'est aussi le symbole de l'amour. La Lune est la complice des amants. Donc, il y a toute cet ensemble de choses qui, effectivement, m'ont fait écrire ce dictionnaire où je parle un peu de tout cela. Un livre d'édition Plomb pour oublier un instant l'horreur humaine et le 4e anniversaire de la guerre en Ukraine. Dominique Simonet, merci d'avoir répondu à ma question. Merci à vous. L'archevêque de Monaco était en visite à l'Arche de Grâce aujourd'hui. Ce foyer fait partie du réseau d'accueil pour les personnes en situation de handicap. Il existe 40 arches en France et celui de Grâce est soutenu par l'association monégasque Amadarche. L'occasion pour nous de découvrir cet établissement. Reportage d'Alban Gingembre et Thomas Deus. Tu les poses simplement au milieu. C'est dans cet environnement paisible que les accueillis de l'Arche de Grâce occupent leur journée à travers différentes activités. Ce matin, pour Olivier, c'est jardinage. On plante des semis, ça me plaît. À travers ces ateliers, les accueillis apprennent à vivre de façon autonome. Ici, c'est atelier peinture pour Carole qui réside au foyer depuis plusieurs années. J'ai voulu me débrouiller toute seule et être autonome en moi-même. Me laver, m'habiller. J'ai fait du basket, du tennis. Je peux dire quelque chose d'autre. Et le basket, un jour, je me suis cassé la figure. Heureusement, les accompagnants ne sont jamais bien loin. L'Arche de Grâce est composée de 3 maisonnées où résident 32 personnes en situation de handicap. Le reste des bénéficiaires est accueilli quotidiennement dans le respect du rythme et des capacités de chacun. C'est le principe du vivre avec. C'est-à-dire ils sont insérés dans la vie comme s'ils étaient dans une vie de famille, malgré leur handicap, avec des personnes qui les assistent. Et ils y dorment, ils y mangent, ils y font leur vie quotidienne. Et quand vient l'heure de déjeuner, tous se rassemblent autour d'un plat fait maison. Tout le monde met la main à la pâte. Aujourd'hui, également à table, l'archevêque de Monaco. C'est un grand moment de respiration, je dirais un moment de respiration humaine. Ici, le concept de la dignité humaine n'est plus un concept, mais une réalité, une vie, une attention, une écoute. Et donc, on reçoit des leçons. Sans que personne ne nous fasse la leçon, en étant immergé dans cette communauté et dans tout ce qu'elle réalise. Aujourd'hui, l'Arche de Grâce a du succès, mais nécessite un 4e foyer pour accueillir plus de monde. Un appel aux dons est donc fait avec le gala annuel de l'Amadarche, un spectacle prévu le 3 mars à l'auditorium Régnier 3. Chaque place réservée et pour la bonne cause. Retour en principauté pour vous parler d'un lieu qui suscite un fort engouement depuis son inauguration le 10 décembre dernier. La médiathèque Caroline ne cesse de séduire de nombreux adhérents. Véritable lieu de culture, de vie et de rencontre, l'établissement est à l'écoute de son public et propose une multitude d'activités idéales en ces vacances scolaires. Le reportage d'Émilie Rousseau et Jean-Alexandre Dordet. L'ambiance est studieuse. Ici, on lit, on se documente, on travaille, on joue, on crée. Dans un lieu propice au savoir et à la culture, la médiathèque Caroline a retrouvé son public et a conquis même de nouveaux adhérents, 1500 en plus depuis son inauguration en décembre dernier. On a différents publics
qui cohabitent parfaitement ensemble. Donc ça va du public famille avec des tout petits, et puis des collégiens, lycéens, des étudiants, et du public adulte qui vient pour différentes choses. Donc tout le monde trouve son espace, et c'est ce qu'on souhaitait vraiment, c'est que chacun s'approprie les lieux et trouve l'espace qui lui correspond en fonction de ce qu'il a envie de faire ce jour-là à la médiathèque. Ici, l'architecture a été pensée en fonction des usages et des différents publics. Florence et Claire viennent de Menton. Elles connaissaient la bibliothèque Louis Notary et sont aujourd'hui sous le charme de la médiathèque Caroline. Florence m'avait fait découvrir l'ancienne bibliothèque de Monaco on découvre celle-ci qui est évidemment sur le terme architectural absolument magnifique. Regardez la position ne serait-ce que du lieu, ce qu'on voit, la disposition, l'aménagement, tout est fait de façon réfléchie, etc., etc. Donc c'est vraiment un lieu magnifique. On vient, nous, et on se pose là, enfin vraiment. On a envie d'y rester la journée, quoi. Enfin, presque, il ferait hôtel, presque on resterait. Un lieu où il fait bon vivre et où on se sent bien. Carla fait ses études à Londres. Elle a choisi la médiathèque Caroline pour des vacances studieuses. Je suis venue chercher un peu de calme, un endroit pour travailler et aussi de l'espace. Et c'est la première fois que je viens à la médiathèque ici parce que j'étudie à Londres depuis que ça a ouvert. Et franchement, c'est super, il y a beaucoup de calme. Les tables, elles sont spacieuses, on peut charger nos ordinateurs, etc. Donc franchement, c'est super de travailler ici. Sur plus de 2500 mètres carrés, les lieux proposent aussi une programmation tout public. En ces vacances scolaires, tout est bon pour occuper les enfants, comme ici, avec un atelier Mousetrap. Est-ce que tu veux que ça soit plus léger? Est-ce que tu veux que ça soit plus lourd? Plus léger. Plus léger? Alors on enlève ça. Ouais, regarde, boum, boum. Et on accroche directement comme ça. Ouais. Moi, j'adore faire des activités créatives. On réfléchit, on construit. On dessine. Là, c'est parfait pour t'occuper pendant les vacances, alors? Oui, j'adore. À la ludothèque, on joue et on se détend. Francesco est un habitué des lieux. Ici, je viens pour m'amuser, pour me détendre. Je viens ici quasiment tous les jours et c'est un bon endroit. Je conseille à tout le monde d'y aller. Des matinées studieuses aux après-midi ludiques, en passant par les soirées culturelles, les adhérents ont su s'approprier les lieux. Sur les 3 derniers week-ends, 1000 personnes ont franchi les portes de la médiathèque le samedi, un record pour l'établissement qui ne cesse d'inspirer. Et parmi les nombreux rendez-vous cette semaine à la médiathèque, la rencontre dédicace avec Christelle Dabos et Vanida autour de l'adaptation en bande dessinée du tome 1, La Passe Miroir, ce samedi à 14h. Notre prochain invité est le cofondateur de la start-up niçoise Roca Therapeutics. Il a reçu en décembre dernier le prix de l'Académie nationale de médecine pour ses travaux sur les pathologies et le traitement des cellules cancéreuses du rein. Et il est avec nous. Gilles Pagès, bonsoir. Bonsoir. Vous avez donc été récompensé par l'Académie nationale de médecine. Pourquoi? Enfin, le plus simplement pour les téléspectateurs, pourquoi vous avez été récompensé? Bien, nous travaillons depuis très très longtemps sur les mécanismes de vascularisation des tumeurs. Et ce mécanisme est très très important, notamment dans les cancers du rein. Et donc, ce prix récompense les travaux qu'on mène depuis maintenant plus de 15 ans sur justement ces vaisseaux anormaux dans les cancers du rein et également les thérapies qui leur sont associées. D'accord. Mais alors que je comprenne pour les détruire et pour éviter cela. D'accord, que je comprenne bien, vous guérissez les cancers du rein, vous prolongez la vie. Qu'est-ce que ce traitement permet de faire? Bien, nous, on essaie justement, en détruisant ces vaisseaux sanguins, justement de couper toutes les vivres de la tumeur, c'est-à-dire notamment l'oxygène et notamment les nutriments qui viennent du sang. Donc, en détruisant ces vaisseaux, eh bien, on coupe une source essentielle à la survie de la tumeur. Donc, nous développons des molécules qui sont destinées justement à éradiquer ces vaisseaux qui sont péjoratifs pour les patients. D'accord. Et quels sont les résultats jusqu'à présent? On en est là au test clinique ou le traitement est déjà approuvé et commercialisé? Bien, on en est encore au test préclinique pour ces médicaments que l'on a développés pour les cancers du rein. Mais très récemment, on a eu une avancée aussi particulièrement intéressante en utilisant des molécules similaires, notamment pour traiter des pathologies oculaires, pour lesquelles le même mécanisme se rentre en jeu, en fait, les vaisseaux anormaux. D'accord, là on parle du rein, mais ça pourrait se développer, ça pourrait aider à améliorer ou à guérir d'autres types de cancers, c'est ça? Exactement, et ça, effectivement, on a testé, comme vous bien vous en doutez, sur notamment des tumeurs pédiatriques du cerveau grâce à la Fondation Flavien.
Et donc, on voit que ces traitements pourraient être également très, très efficaces dans ce contexte. Au-delà des cancers du rein qu'on a utilisés, mais aussi d'autres pathologies oculaires dans lesquelles il y a plein de vaisseaux anormaux, comme dans les tumeurs. D'accord. Et ça se traduit comment? Ce sont des médicaments, des cachets à prendre? Ça se traduit comment? Alors, effectivement, ce sont des petites molécules que l'on pourrait prendre exactement comme on pourrait prendre un cachet d'aspirine le matin en se levant. C'est exactement ce type de molécules qui peuvent être administrées aux patients de manière orale sans avoir besoin d'hospitalisation de jour que tout le monde peut connaître pour les chimiothérapies classiques. Mais du coup, je repose ma question en quelque sorte. Est-ce que ça guérit, en fait? Eh bien là, sur tous les tests que l'on a commencé à faire, eh bien, il y a des résultats qui sont excessivement prometteurs. Donc on a effectivement des tests sur des animaux qui reproduisent de manière très très importante la pathologie humaine et les résultats sont très encourageants. Et quelles sont les prochaines étapes là? Eh bien les prochaines étapes, nous, je vous disais, ces médicaments sont également positionnés pour les pathologies oculaires. Et là, je dirais qu'on est au pied de la clinique pour ces indications oculaires, notamment avec la start-up que j'ai créée avec mes collaborateurs niçois qui s'appelle Roca Therapeutics. Et là, je vous dis, on est au pied de la clinique pour traiter ces pathologies qui sont vraiment très, très invalidantes pour les patients, en parallèle de toutes les avancées qu'on a pour les cancers. Alors, votre start-up, il y a le mot Roca dedans. Vous avez un lien avec Monaco, puisque vous travaillez en collaboration avec la Fondation Flavien. Le mot Roca, ça vient de là? Eh oui, ça vient de là. Roca, que tout le monde connaît à Monaco. Roca, la roque, le roc, le rocher. Donc, il y avait quand même une très forte connotation avec, bien justement, avec la principauté pour le nom de cette start-up. Alors, vous continuez vos recherches concernant les cancers pédiatriques, justement, avec la Fondation Flavien, ou pas? Oui, oui, bien sûr. On travaille la main dans la main avec la Fondation Flavien et on parlait au tout début des cancers du rein. Et donc, grâce aux travaux que l'on a menés sur les cancers du rein, on a pu s'apercevoir qu'un médicament qui est utilisé pour les cancers du rein pourrait avoir un effet très, très bénéfique sur les méduloblastomes pédiatriques, ces fameuses tumeurs du cerveau, dont malheureusement le fils de Denis Macario a été décédé. Et donc, actuellement, grâce à ces travaux, eh bien, un essai clinique est en cours depuis novembre 2024. Et les premiers résultats de cet essai clinique ont été présentés à la Biennale de cancérologie de Monaco, grâce à la Fondation Flavien également. Et ces résultats sont très, très encourageants pour les patients qui sont malheureusement en rechute après de nombreuses thérapies qui ont échoué. En attendant, Gilles Pagès, félicitations pour le prix de l'Académie nationale de médecine que vous venez de recevoir pour vos traitements face au cancer du rein. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci. En tennis, Valentin Vachereau n'en finit plus. Il vient de se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi du Mexique face au Hongkongais Coleman Wang en 3-7. Ce tournoi à Acapulco est un ATP 500. Aménager son intérieur pour penser l'espace de manière plus conviviale et plus harmonieuse, une tendance qui émerge depuis quelques années. Nous nous sommes rendus dans une entreprise monégasque spécialisée dans l'aménagement d'espaces publics et privés. Installée en principauté depuis 1998, MSR Gibonnet vient d'inaugurer son premier appartement showroom boulevard Princesse Charlotte. Alexandra Pagny et Camille Caloni sont allés découvrir ce nouveau lieu et nous présentent les envies de la clientèle monégasque en matière de déco intérieure. Avoir un intérieur qui nous correspond et adapté à nos besoins. On accorde de plus en plus d'importance à l'aménagement de nos espaces de vie, que ce soit dans les domaines privés comme professionnels. Ces lieux de vie et de travail doivent se démarquer et avoir du caractère. Comprendre le mode de vie du client pour créer un espace qui lui ressemble, c'est tout l'enjeu de cette entreprise monégasque qui propose son savoir-faire depuis près de 50 ans. On fait des espaces collectifs, on travaille beaucoup avec le NCHPG, donc l'hôpital. On a fait le forum Grimaldi. On a travaillé aussi beaucoup pour les espaces d'accueil de Maritera. On aménage des bureaux pour de très nombreuses sociétés. On a fait des restaurants, des aménagements d'hôtels. Nous avons
pratiquement toutes les grandes marques du contemporain. Notamment ici, là, on présente une cuisine de chez Molteni, qui est une très belle cuisine. Et donc, on fait des réalisations importantes pour des appartements, que ce soit des dressings, des cuisines, de l'aménagement sur mesure. Nous faisons donc canapés, salle à manger, mobilier d'extérieur. Pensé comme un écrin, ce nouvel appartement témoin fait la part belle aux matières nobles, reflet des tendances que recherche cette clientèle prestigieuse. On a une tendance avec beaucoup de matériaux nobles, comme le cuir par exemple. Évidemment, les couleurs naturelles fonctionnent toujours très très bien, le marron, le beige, l'ivoire. Vous avez aussi le marbre qui marche bien. Là, on ne fait pas une cuisine sans mettre une pierre naturelle ou du marbre. On a un retour aussi en force du bois. Le bois revient très fort aussi, les bois naturels, le chêne clair, le chêne teinté. Voilà. Ça, c'est quelque chose aussi qui a beaucoup de succès. Et puis, très souvent, on fait une association de ces matériaux entre le canapé, la cuisine, les dressings, les tables, etc. Ce qui permet d'avoir un bel assemblage. Retenez bien ces conseils pour les adapter à vos intérieurs. Les photos de fin de journal de Stéphane Dana sont consacrées au nouveau lieu de vie culturel, la médiathèque Caroline, qui a ouvert ses portes il y a un peu plus de 2 mois maintenant et dont nous vous avons parlé dans ce journal. À la météo ce soir, Frédéric Hélion, suivi de votre émission Tout l'art du cinéma et la projection du film Ulysse de 1953 avec Kirk Douglas au Théâtre des Variétés le vendredi 6 mars. Quant à nous, on se retrouve demain à la même heure. Je souhaite de passer une excellente soirée. Portez-vous bien. Au revoir. Bonsoir à toutes et à tous. Mercredi, le ciel sera bien chargé en début de journée avec pas mal de nuages, mais aucun risque de pluie. L'après-midi, le soleil fera son retour avec de belles éclaircies et les températures seront comprises entre 11 et 16 degrés. Comme chaque mardi, un coup d'œil sur la météo de l'eau en partenariat avec la Société monégasque des eaux. Et cette semaine, l'autonomie est satisfaisante. L'indice est vert, ce qui signifie que les sources de la principauté couvrent plus de 50% de notre consommation. Mercredi 25 février, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à tous les Roméos. Une excellente soirée à toutes et à tous sur Monaco Info.